Les travaux s'ouvrent cet après-midi à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. L'ordre du jour porte sur l'évolution de la situation politico-sécuritaire au Mali et en Guinée-Bissau. Amadou Sankaré, Adama Kamara, nos envoyés spéciaux nous parlent de l'importance de la rencontre. La ville de Yamoussoukro s'est parée aux couleurs des 15 États membres de la CEDEAO qui accueillent à partir de demain les travaux de la 44e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation. Au cours de leurs travaux, les chefs d'État se pencheront sur la situation au Mali et en Guinée-Bissau, 2 ans après la crise que les deux pays ont connue. D'ailleurs, sur la situation au Mali, il est attendu une communication du médiateur Blaise Compaoré du Faso. Mais avant cette 44e session ordinaire des chefs d'État, des rencontres préparatoires se sont tenues ici même à Yamoussoukro. D'abord, le 25 mars, la 31e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité et ensuite le 26, la 13e session extraordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO. Au cours de toutes ces réunions, on a parlé du Mali et on se réjouit de la situation actuelle du pays. Le constat que tout le monde a fait et que nous avons expliqué, c'est qu'aujourd'hui, le Mali se remet de cette crise. Donc on n'est plus dans une situation de crise, mais nous sommes plutôt en situation de post-crise. Alors, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer à tout le monde, que la crise institutionnelle avec les élections, la tenue des présidentielles et la tenue des législatives, qu'elle est bien derrière nous, Dieu merci, et que pour ce qui est de la crise du Nord ou crise sécuritaire au Nord, le pays est en train aussi de faire des avancées importantes. Bon, certes, qu'on a été interpellé par certains pays pour où est-ce qu'on en est avec l'accord de Ouagadougou. Quant aux discussions avec les groupes armés, elles doivent être inclusives et sur le sujet, l'État malien est ferme. Nous, on est très clair. Toute négociation, tout Malien, celui qui se considère comme Malien et qui veut régler la crise au Mali, il est le bienvenu. Maintenant que les gens aillent ailleurs, en Union soviétique, en Italie, ailleurs, bon, ça moi je crois que c'est des détours inutiles. Donc nous sommes ouverts pour tous ceux qui veulent rejoindre cette discussion maliano-malienne au Mali. Maintenant, ceux qui veulent continuer à prolonger le chemin, à aller ailleurs, bon, je peux vous rassurer, et je rassure l'opinion malienne aussi, que nous n'allons jamais négocier ailleurs. Quelle que soit la personne et quel que soit aussi celui qui prétend qu'il peut faire des pressions sur nous. Plusieurs chefs d'État sont attendus. Et donc, le ministre des Affaires étrangères à Yamoussoukro, aux 44e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Prestation de serment. Hier après-midi, les membres de la Haute Cour de justice à l'Assemblée nationale, c'était au cours d'une cérémonie solennelle en présence des présidents de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême. Ils sont 18 membres. Brahma Traoré, compte rendu. On les appelle ici juges titulaires et juges suppléants, les membres de la Haute Cour de justice. Ils sont 18 au total, tous désignés par l'Assemblée nationale. Ces nouveaux membres de la Haute Cour de justice ont prêté serment ce jeudi. La cérémonie est solennelle, l'acte est historique et une première. Pour la présente cérémonie, nous allons donc nous référer à la loi numéro 97-001 du 13 janvier 1997. L'article 2 de la dite loi dispose: avant d'entrer en fonction, les juges titulaires et les juges suppléants prêtent devant l'Assemblée nationale le serment suivant. Je jure solennellement de bien et fidèlement remplir ma mission, de l'exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder religieusement le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Haute Cour de justice. Je le jure. Je le jure. Après la prestation des serments, le président de l'Assemblée nationale les a renvoyés à l'exercice de leurs fonctions. Pour Issaka Sidibé, la tâche est loin d'être facile. Nous en prenons acte et vous renvoyons à l'exercice de vos fonctions. Nous vous souhaitons bonne chance et sommes convaincus que vous saurez assumer les lourdes charges qui vous attendent. C'est la première fois que la Haute Cour de justice fonctionne au Mali, 22 ans après l'adoption de la Constitution du 25 février 1992.
Pourtant, la loi fondamentale prévoit la création de cette juridiction qui a une mission précise. Il s'agit de la Cour qui est chargée de juger le président de la République pour haute trahison et les ministres pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Elle est composée de 9 membres titulaires et de 9 suppléants. Elle est assistée par des hauts magistrats de la Cour suprême. L'instruction est faite par la Cour suprême, par les magistrats que la Cour suprême va désigner. Et le jugement est fait par le juge de la Haute Cour que vous venez de voir tout à l'heure. Après la cérémonie de prestation des nouveaux membres de la Haute Cour de justice, les députés ont procédé au vote d'un certain nombre de projets de loi intéressant la vie de la nation. Auparavant, ils s'étaient retrouvés en séance plénière pour examiner le projet de loi relatif au financement de l'étude de faisabilité du tronçon Kidal-Timiyawan. Le projet a été adopté à l'unanimité. L'étude qui va durer 6 mois est financée par la Banque islamique de développement sous forme de prêt. Nous retrouvons Bourama Traoré. Les députés adoptent à 128 voix le projet de loi relatif au financement de l'étude de faisabilité du tronçon Kidal-Timiyaoun à la frontière algérienne. Faisant partie de la transaérienne, le tronçon est long de 365 km. La mise en œuvre du projet permettra notamment de promouvoir les échanges économiques et commerciaux entre le Mali et l'Algérie. La relation de cette route Kidal-Timiyaoun vers la frontière algérienne permettra un désenclavement intérieur et extérieur du pays. Elle permettra d'établir une liaison bitumée entre les localités de Bourem, Kidal, Abébara et Timaoun. Permettre le désenclavement de la zone nord-est du pays. Ça permettra aussi de réduire le coût élevé des transports. Et puis encourager le flux des échanges et des investissements et promouvoir l'intégration entre le Mali et l'Algérie. Et de mettre surtout en valeur l'exploitation et le transport des ressources minières et touristiques tellement importantes dans la zone. L'étude de faisabilité du tronçon Kidal-Timiyaoun est financée à près d'1 milliard de francs CFA, un prêt mis à la disposition du Mali par la Banque islamique de développement BID. Cette étude doit durer 6 mois selon le ministre de l'Équipement et des Transports. Le général Abdoulaye Koumaré assure de la prise en compte de l'aspect sécuritaire dans la réalisation du projet. Dans le coût estimatif, il est dit quelque part que les aspects sécuritaires et les aléas, les impondérables sont pris en compte. Avec le ministère de la Défense et des anciens combattants, nous travaillons en synergie et en parfaite symbiose pour pouvoir asseoir le dispositif sécuritaire qui sied pour de tels travaux. Pour l'opposition, le rapport de la Commission des transports ne prend pas en compte l'aspect environnemental et social, pourtant essentiel pour la réussite du projet. Une insuffisance qu'il faut donc corriger. Et aujourd'hui, plus que jamais, il faudrait que cette étude soit faite et menée à temps. Si elle n'est pas menée, l'étude à laquelle on va aboutir ne permettra certainement pas de faire les travaux. On parle, dans le rapport de la Commission, de prendre en compte l'aspect communautaire, mais quel bureau d'ingénieur conseil va prendre en compte cet aspect s'il n'est pas chiffré? Il faudrait que ça soit chiffré. L'accord de financement de l'étude de faisabilité du tronçon Kidal-Timiyaoun a été signé le 6 janvier 2014 à Bamako entre le gouvernement du Mali et la Banque islamique de développement. Mobilisation générale contre l'introduction et la propagation de la fièvre Ebola dans notre pays. Les spécialistes en santé publique et les épidémiologistes ont organisé une conférence de presse. À la date d'aujourd'hui, aucun cas n'a été signalé. Mariam Sagara. Le Mali, pour l'instant, ne connaît aucun cas de la fièvre mortelle d'Ebola, rassurent les spécialistes. Très proche de la zone épidémique qu'est la Guinée, le ministère de la Santé au Mali s'engage à faire face à un quelconque foyer de l'épidémie. Pour ce faire, les experts demandent la participation de toutes les populations au respect strict des consignes et règles données pour éviter cette grave maladie. La prévention individuelle consiste à observer les mesures d'hygiène et d'assainissement lorsqu'il y a un cas. Il s'agit d'éviter la manipulation des animaux qui sont morts par la maladie, sauf souris, chimpanzés, singes ou les porcs. Il s'agit d'éviter le contact homme-corps des malades qui sont décédés de par la maladie. Parce que la contamination se fait de deux manières, à travers le contact avec les animaux ou la contamination interhumaine. Il s'agit
pas de paniquer. La maladie, certes, existe en République de Guinée, mais pour l'instant, aucun cas n'a été enregistré au Mali. Le Mali prendra toutes les dispositions possibles pour ne pas enregistrer de cas du redoutable virus, a fait savoir le Dr Kony. Le règlement sanitaire international n'autorise pas la fermeture des frontières. Donc, la solution la plus simple consiste à éviter le déplacement vers les zones infectées. En l'occurrence, la Guinée pour l'instant, qui fait frontière avec le Mali. C'est-à-dire ne pas se déplacer si ce n'est pas indispensable. L'Organisation mondiale de la santé aide le Mali et les autres pays concernés pour circonscrire l'avancée de cette maladie. L'OMS fournit une assistance technique aux besoins et soutient le corps sanitaire sur le terrain. Toutes les frontières sont sous contrôle médical jusqu'à nouvel ordre. Lancement des journées de concertation des acteurs de l'eau et de l'assainissement. Cette rencontre annuelle fera le point sur les progrès, les difficultés enregistrées par la structure et projets intervenant dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Le compte-rendu de Ramata Konati. La concertation annuelle des acteurs de l'eau et de l'assainissement vise plusieurs objectifs. Évaluer la performance du secteur eau et assainissement pour l'année 2013, examiner le programme d'activité 2014 et le CDMT 2015-2017. Il s'agit là de l'élaboration du cadre des dépenses à moyen terme couvrant les 3 prochaines années. En attendant, des défis restent à relever. Aujourd'hui, on voit que 36% n'ont pas accès à une source d'eau améliorée. Nous voyons aussi que 68% de la population n'ont pas accès à une installation sanitaire améliorée et que 14% de la population, c'est-à-dire 2,2 millions de personnes, font toujours recours à la défécation à l'air libre. Quant aux difficultés, elles ont pour nom le faible niveau de financement et de coordination des activités et une insuffisance dans le système de suivi et évaluation. Pour résoudre tous ces problèmes, des propositions devront être faites à l'issue de cette rencontre. Ce rendez-vous de 2 jours regroupe, outre les partenaires, les représentants des structures et projets concernés par le secteur eau et assainissement. Une ligne verte est ouverte désormais aux victimes de violences basées sur le genre. Le 80 0011 32, une ligne connectée à la police, aidera à une meilleure prise en charge. Le projet est initié par la Direction nationale de la police en collaboration avec ONU Femmes au Mali et l'ambassade des Pays-Bas. Le compte-rendu de Rachel Tessougué. La ligne verte, un numéro gratuit, le 80 0011 32, est désormais disponible au Mali. Cette ligne verte permettra aux victimes de violences basées sur le genre de trouver non seulement une oreille attentive, mais aussi l'espoir d'une justice. Entre 2010 et 2012, près de 576 cas de violences faites aux femmes ont été signalés. La ligne verte. Elle est installée au sein du centre de commandement de la Direction générale de la police nationale, dont le fonctionnement est permanent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Elle est dédiée au cas de violences sexuelles et violences basées sur le genre. Le système d'exploitation de ces lignes vertes nécessite l'utilisation en temps plein de 16 fonctionnaires de police par jour. Sensibiliser les populations sur l'existence et la gratuité de la ligne verte. 80 0011 32. Cette ligne verte est le fruit du partenariat entre ONU Femmes Mali et la Direction générale de la police nationale. Je crois que c'est un instrument vraiment qui va nous permettre de nous aider dans notre travail dans le cadre de la prise en charge des victimes des VBG, des violences surtout basées sur le genre dans notre pays. L'installation de la ligne verte cadre avec les objectifs du gouvernement dans la lutte contre la criminalité. Les violences basées sur le genre constituent des atteintes graves à l'intégrité physique et morale de leurs victimes, contre lesquelles il faut lutter sans merci. Le numéro vert, le 80 0011 32, est pour l'instant accessible à partir seulement des appels Malitel fixes et mobiles. Les autres opérateurs de téléphonie suivront très bientôt. Mois de mars ou période des congés de Pâques, occasion pour les enfants de s'adonner à leurs jeux favoris. Certains sont initiatiques, éducatifs et d'autres divertissants. Nanya Alou Traoré, avec le concours de l'ORTM Sikasso, nous entraîne dans l'univers
du passe-temps des tout-petits. Nous sommes à Médine. Il est 14h. Un groupe d'enfants est en pleine agitation. Les yeux rivés vers le sol, ils sont tous occupés par un jeu de billes. À tour de rôle, chacun jette sa bille vers la même direction. Le plus adroit touche la bille de son camarade et crie victoire, alors que la partie n'est pas encore terminée. Pour jouer aux billes, nous traçons un triangle et nous déplaçons la bille. Quand tu perds, tout le monde joue avant toi. Le jeu de billes est exclusivement un jeu de garçons, une pratique très populaire et rassembleur. Ce jeu demande en fait la présence de 5 joueurs, voire plus. Tout comme le jeu des billes, la chasse au margouillat est aussi une partie de plaisir pour les jeunes garçons. Nous avons suivi un groupe de garçons en plein centre-ville, non loin de l'hôpital Gabriel Touré. Dans le groupe, le chef des tireurs se fait respecter pour sa belle prise. Nous l'appelons Tégué parce qu'il est le meilleur. Il peut tuer plus de 20 margouillas. Derrière un mur familial, tout est réuni pour faire du bon tchèb de margouillat. Nous en faisons soit du riz au gras ou à défaut, nous les grillons. Un coup d'œil du côté des filles. Si certaines chantent à la gloire des apprentis chasseurs, d'autres, les plus petites, sont occupées à faire la maman. Présentation des poupées, s'il vous plaît. Sous l'œil vigilant de la grammaire maternelle, leur sœur Diallo respecte ce rituel tous les matins. Elles sont là tout le temps, collées à mon pain. Elles me fatiguent tellement que je les chasse. Je joue avec ma poupée à différents jeux. Bon, comme on a assez parlé des tout petits, maintenant à vous mes chers adultes. Dites-nous, quel était votre jeu préféré quand vous étiez môme? Notre jeu préféré, c'était la chasse aux margouillas, aux oiseaux avec les lance-pierres. Ça nous permettait de savoir ou même de s'entraîner à la course. Moi, à mon jeune âge, le jeu le plus fréquent, le plus pratiqué, c'était le football. À notre jeune âge, on chantait et dansait au clair de lune. Le mois de carême était également une période propice pour les chants et danses. Nous sommes à mesure d'affirmer que certains tout petits continuent de perpétuer les jeux traditionnels ayant marqué votre enfance, notre enfance. Cependant, force est de reconnaître que les choses évoluent avec une vitesse de lumière dans nos sociétés d'aujourd'hui. Ceci au profit des nouveaux jeux qui isolent complètement l'enfant. Je voudrais parler des jeux vidéo. Voilà, c'est la fin de cette édition. Retrouvez à 18h et 20h Nyanya Alou Traoré. Demain 13h, je vous retrouve avec plaisir. Très bon week-end à tous.